Bonjour, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV, Kwezi FM, le 106.9 pour un temps de parole en direct, à la radio et à la télévision. Il s'appelle Mohamed Issouf, il est docteur en sciences de la santé, en infectiologie. Il a travaillé du côté de Tours, il est arrivé juste avant la fermeture des frontières à Mayotte, il est muté à Mayotte. Docteur Mohamed Issouf, bonjour. Bonjour, bonjour à tous les auditeurs. Vous êtes et téléspectateurs et téléspectatrices, on en a plein de filles qui nous regardent. Effectivement. Docteur, vous êtes originaire de Mzoisia, dans le sud de l'île. Vous êtes revenu à Mayotte. Vous êtes docteur en sciences de la santé en infectiologie. Ça veut dire quoi exactement? C'est quoi être docteur en sciences de la santé en infectiologie? Alors, je suis docteur en infectiologie, c'est-à-dire j'étudie les maladies infectieuses, Oui. et plus particulièrement des parasites. Et donc, mon travail consiste en fait à développer des cibles thérapeutiques, à cribler des médicaments, des antiparasitaires, des anti-infectieux et à étudier aussi les pathogènes pour savoir comment ils survivent chez l'hôte, comment ils se comportent, c'est quoi sa biologie. Ouais. Alors, on va en profiter puisque vous êtes un sachant, et pas un soignant, mais un sachant. Cette polémique qu'il y a là autour du, j'allais dire Gilbert Montagnier, non, du docteur Montagnier, est-ce que ce virus peut être effectivement arrivé de Chine et sorti des laboratoires par erreur et infecter la planète entière à cause d'une simple erreur? C'est possible ça? Alors, c'est possible. Oui. Ça peut, Vous y ça, croyez, vous, ça à peut la être thèse de possible. Montagnier? Alors, j'y crois pas. Je pense que si c'était pas un prix Nobel de médecine, on n'aurait pas porté grande attention à cette polémique. C'est quand même quelqu'un qui est reconnu pour ses travaux, notamment sur le VIH. Donc, forcément, ça a un écho. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'heure actuelle, il est tout à fait possible. On a les outils pour modifier des virus, modifier le génome des virus ou même de l'humain, et c'est plus très difficile aujourd'hui comparé avant. Les méthodes, ils existent, ils sont assez simples. Donc c'est probable. Cependant, si on regarde bien ce virus, ce SARS-CoV-2, il est très proche du coronavirus qu'on appelle BAT-CoV, Ouais. qui est le coronavirus qu'on trouve chez les chauves-souris. Oui. Ils ont pratiquement 96% d'identité, donc c'est presque les mêmes. Ils diffèrent juste sur la protéine, en fait, on va dire la clé qui ouvre la cellule pour infester. Et donc il y a quelques différences qui permettent à ce virus-là de rentrer plus facilement chez l'homme, notamment. Alors, le fait qu'on observe des similitudes avec le virus du VIH, c'est tout à fait naturellement possible aussi. C'est-à-dire qu'on peut observer dans certaines parties du virus, on peut observer des similitudes. Ça ne veut pas dire pour autant que cette partie similaire ou qui ressemble au VIH ont été introduits par l'homme. Ça peut être tout à fait une protéine qui est conservée chez certains virus et puis qu'on retrouve comme ça sur plusieurs virus différents. Docteur, vous êtes bien docteur, hein? Oui. Oui, docteur. On s'en sort pas trop mal, on a l'impression, à Mayotte. Je touche du bois. On a quelques décès, 4 décès, c'est vrai, mais c'est pas l'hécatombe qu'on nous avait annoncé. Alors peut-être que la vague n'est pas encore arrivée, ou peut-être qu'on l'a déjà dépassée, peut-être qu'on est sur la redescente. Comment vous analysez la situation sur ce qui se passe à Mayotte? Je pense probablement qu'après la crise, on saura plus réellement l'impact du virus sur Mayotte. Mais on ne peut que mettre des hypothèses. Ouais. Soit on considère que finalement on a réagi assez tôt et que le virus il est limité dans sa propagation, donc il y a moins de cas, il y a moins de cas en réanimation, il y a moins de cas hospitalisés, on reste à peu près stable. Donc ça serait l'hypothèse. Les choix qui ont été faits pour Mayotte seraient les bons. Ça serait une hypothèse. Parce qu'il faut savoir que dans un premier temps, au niveau national, on avait décidé d'aplatir le pic en mettant en place les mesures de distanciation sociale. Au bout de quelques semaines, on s'est rendu compte qu'on était sur une phase exponentielle de croissance
Et c'est là où le confinement est venu compléter les mesures parce que tout simplement, les mesures de distanciation sociale n'étaient pas super bien respectées. Je pense que ça peut s'expliquer du fait qu'on a eu avant ça H1N1 et qu'il y a eu tout un tas de précautions qui ont été prises. Puis finalement, l'épidémie n'était pas, la pandémie qu'on redoutait n'était pas là et on n'était pas plus inquiet que ça. Donc on n'a pas vraiment respecté ces mesures-là, ce qui a fait qu'on est arrivé au confinement. À Mayotte, on était à un point où un stade beaucoup moins avancé par rapport à la métropole. Ouais. Donc les mesures qui ont été prises comme le confinement sont arrivées très tôt. Donc ça, c'est plutôt positif. C'est plutôt positif. Ouais. Mais ce n'est qu'une hypothèse. Ouais. Mais on peut aussi, connaissant le système ici sur place, moi-même j'ai beaucoup d'amis qui m'appellent, qui me disent j'ai de la fièvre, j'ai ci, j'ai ça. Oh, bon, ça va encore pas mal, je prends de paracétamol et puis ils restent à la maison. Ils ne vont pas forcément consulter parce qu'on a perdu cette habitude. Dans la métropole, on a la gorge un peu prise, on peut consulter un médecin. Ouais. Ici, c'est hyper difficile, donc on a tendance à chercher tous les autres moyens avant d'aller à l'hôpital. Ça voudrait dire quoi, docteur? Il y a peut-être beaucoup plus de gens qui ont le coronavirus sans le savoir que ce qu'on voudrait bien nous dire? Ce qui est sûr, c'est que l'État, ce qu'on nous donne comme le nombre de cas, c'est minime par rapport à la circulation réelle. Ouais. Parce qu'il faut savoir que 85% des personnes ne vont pas développer des symptômes. Oui, mais des porteurs asymptomatiques. Asymptomatiques, mais vont être capables quand même d'émettre Donc ils sont quand même contagieux. Ils peuvent contaminer. Ouais. Et ceux-là, on ne va pas les comptabiliser, on ne le verra pas là. Et d'autre part, il y a le fait qu'on a quand même une certaine résilience, qu'on ne va pas toujours consulter, sachant que même ceux qui sont symptomatiques, ouais, beaucoup ne vont pas développer des cas graves. Donc forcément, ceux-là, ils ne vont pas naturellement les consulter. Je me suis posé la question sur cette sensibilité à consulter, à demander des tests, puisque si on regarde bien, il y a une grosse proportion de gens comptabilisés qui sont des soignants, ou des gens de la fonction publique. C'est la plus grande partie. Peut-être ils sont plus sensibilisés à consulter, ou ils sont plus proches du système soignant pour pouvoir être détectés. Où ils ne respectent absolument pas les mesures de distanciation sociale. On peut estimer qu'à l'hôpital, ce soit difficile parce qu'ils sont en contact avec le virus toute la journée. Ouais. Mais c'est quand même des questions à se poser sur cet accès au système de soins et donc au diagnostic. Docteur, il y a des questions qui arrivent sur les réseaux sociaux et notamment sur nos ordinateurs. On nous dit si on n'a pas autant de cas que ça, c'est parce qu'on ne teste pas. Est-ce que c'est une réalité? C'est ce que j'ai essayé d'évoquer en disant que si on ne teste pas, c'est peut-être aussi que... Ouais, pas de test, pas de cas. Voilà. Ouais. Puisqu'on ne parle que des cas avérés suite à des tests positifs. Donc si on ne teste pas suffisamment, voilà. Il n'y a pas assez de cas. Donc ce n'est pas forcément seulement le système, parce qu'on ne peut pas seulement dire c'est parce qu'ils ne veulent pas tester. Mais est-ce que les gens qui ont des symptômes légers vont penser à appeler puis à dire je vais tester parce que j'ai tel symptôme. Ce n'est pas toujours le cas. Et puis, ce n'est pas forcément nécessaire dans un premier temps, parce qu'on peut dire OK, vous n'avez pas de difficultés majeures, mais restez chez vous, ne soyez pas en contact avec les gens, et puis surveillez votre état. Si ça s'améliore, tant mieux, et si ça s'aggrave, vous nous rappelez. Ouais. Et donc celui-là, par exemple, il ne va pas être comptabilisé. Ouais. Et c'est une majorité de personnes, en fait. Donc ce qu'on voit comme cas, c'est vraiment la fourchette très basse des personnes qui sont infectées. Et à la fin de cette phase-là, parce qu'on parle déjà de déconfinement, pour moi, ça sera possible que si on teste de manière beaucoup plus large, pour pouvoir isoler les personnes qui sont porteurs et qui peuvent infester, et aussi pour connaître, avec les tests sérologiques, pour connaître l'état de l'épidémie sur le territoire. Oui. Parce que ça, on ne le connaît pas. Il n'y a pas des proportions qui existent pour tant de tests, il y a tant de cas, grosso modo, si on fait des moyennes sur ce qui se fait ailleurs. On peut extrapoler, on reste très hypothétique. Oui, bien sûr. On reste très hypothétique, sachant que chez nous, avec le système de santé, ce que j'ai dit tout à l'heure, la difficulté, cette habitude de chercher les autres moyens de soins avant d'aller à l'hôpital fait que même cette proportion de malades symptomatiques, elle est probablement sous-estimée par rapport à la réalité. Donc on peut toujours, parce qu'on sait que c'est environ 15% des personnes qui sont symptomatiques. Alors si on avait toutes les personnes symptomatiques comptabilisées,
on aurait pu, de ces 15%, essayer de voir l'ensemble, ça serait à peu près combien, mais ce n'est pas le cas. Donc c'est assez compliqué. Il y a un élément qui nous différencie de la métropole, et ça compte, pas forcément de manière officielle, mais ça compte dans les résultats. EHPAD, ici, on ne connaît pas. Maison de retraite, on ne connaît pas. Et pourtant, nos aînés sont les plus fragiles, les plus sensibles. Et a priori, si l'on en croit les statistiques qu'il y a en métropole et ce qui se passe en métropole, c'est nos aînés qui payent le prix cher. Or, on a eu 4 décès, au moins 3 personnes supérieures à 70 ans. Donc, on se dit qu'effectivement, les aînés sont plus fragiles. Mais il y en a plein qui décèdent autrement et pas forcément à l'hôpital. Exactement, c'est-à-dire que ça aussi, c'est vraiment quelque chose, je ne sais pas si c'est culturel, mais souvent les gens ils décèdent à Mayotte chez eux. Oui, c'est culturel évidemment, parce que en fait, les maisons de retraite déjà n'existent pas, et puis dans la culture mahoraise, on garde les anciens chez nous. Entourés de leurs proches, et puis quand on a une personne très âgée qui commence à avoir souvent, ils ont déjà des pathologies qu'on suit, puis ils commencent à être fragiles. On va plutôt appeler la famille en disant on pense que c'est peut-être la fin pour l'entourer, pour l'accompagner. Il faut rester avec lui. Voilà, la mort fait partie peut-être plus intégrante dans notre vie, dans notre société, que comparé à la métropole où les choses sont vraiment séparées, où ça se passe à l'hôpital ou dans les EHPAD et moins dans les familles. Mais donc, c'est pour ça que je dis après la crise, il y aura peut-être une analyse à faire. Je ne sais pas s'il y a des prélèvements qui sont faits sur les personnes décédées à domicile, mais ça serait une bonne. Systématiquement. Pas systématiquement. Ça aurait été une bonne manière, en fait, d'avoir l'impact réel au niveau des personnes âgées sur les personnes décédées, si a priori, après coup, ils étaient porteurs ou pas, contaminés ou pas par le virus. Docteur, une question, puisque vous êtes un sachant. Est-ce qu'il existe des cas de coronavirus inoffensifs? Alors, le SARS-CoV-2 inoffensif, ça n'existe pas. Donc les commandes nous racontent n'importe quoi alors. Le virus est le même partout dans le monde. Donc on a vu à quelle point, à quelle vitesse il s'est propagé aux États-Unis, qui est le pays le plus riche du monde, avec le nombre de décès. Donc c'est un virus qui est très virulent et qui a cette capacité de se transmettre très vite. Ça, c'est vraiment quelque chose qui a surpris, parce que ce n'est pas un virus si dangereux que ça. S'il n'était pas propagé aussi vite, on aurait pu contrôler d'une manière mieux, on aurait pu mieux contrôler l'épidémie. Le problème ici, c'est que le virus, il va très vite. Donc, si on décide de le laisser faire, en disant les gens qui vont être en contact, après ils sont immunisés, comme ils sont immunisés. C'est pas le cas, parce qu'il y a des gens qui l'ont attrapé 2 fois. Alors déjà, il y a ça. C'est-à-dire qu'on ne connaît pas encore le statut immunitaire protectrice réel du virus. Il y a des gens qui sont contaminés 2 fois, c'est une minorité. Il y a des cas, pour l'instant, publiés officiellement dans les revues scientifiques, c'est une minorité. Donc, la majorité des cas, il y a quand même une immunité qui est là, et on produit des anticorps. Est-ce que ça dure? Parce qu'il y a certains systèmes immunitaires qui durent longtemps, il y en a qui durent que quelques mois, et puis après, on redevient sensible. Et on ne connaît pas aussi la capacité de ce virus, parce qu'on sait déjà que c'est un virus qui se cache du système immunitaire, qui est très bon pour ça. Alors, est-ce que même si on a des anticorps, il ne va pas trouver un moyen d'échapper à ce contrôle du corps qui contrôle les virus et qui les détruit? Est-ce que il ne va pas pouvoir? Toutes ces questions-là, c'est des questions qu'on ne sait pas encore. C'est pour ça on espère un vaccin. Avant mi-2021, ça paraît loin et dans longtemps quand on attend. Mais pour un scientifique, ça va très très vite. Alors, j'ai jamais vu ça. J'ai jamais vu ça. La vitesse à laquelle le virus a été identifié. C'est normal, c'est toute la planète, tous les chercheurs du monde. Ça a été vraiment très vite. Il y a aussi des moyens technologiques aujourd'hui qui ne sont pas celles d'avant. En Chine, ils ont réagi très vite pour avoir les séquences. Une fois qu'on a les séquences en fait, du virus, c'est-à-dire qu'on a sa carte d'identité, ce qui est le cas. Ce qui est le cas, ça permet d'envisager à la fois le vaccin, puisqu'on peut produire c'est-à-dire les protéines, les motifs au niveau du virus qui vont être reconnus par le système comme étant un pathogène et le détruire. Donc on peut envisager le vaccin.
Et on peut aussi envisager les deuxièmes générations de médicaments qui vont cibler spécifiquement le virus. Donc ça, c'était une étape très importante et qui permet aussi de suivre en fait les mutations qu'il peut y avoir sur le virus. Parce que le virus, il change. Il faut imaginer qu'un virus qui rentre dans un corps, il va se multiplier d'un nombre de fois très important et donc il va avoir des erreurs naturelles. Le système de réplication, il fait des erreurs. Et ces erreurs peuvent aboutir à la modification du virus. Ah, Tu peux le rendre soit plus pathogène, soit moins pathogène, soit plus contagieux, soit ne rien faire du tout. D'effets c'est visibles. ce qu'on Mais appelle il un change. mutant. Voilà, Ouais. il change. Et le virus, ce sont vraiment des organismes qui changent très vite. Et donc, on arrive à suivre ces modifications. Il y en a. Et il y en a moins que chez certains virus. Et ça, c'est dû que ce virus-là, il a un système de contrôle des erreurs et puis il modifie, il corrige le système de correction. Et c'est quelque chose qui est très important. Et donc, je pense que dans la stratégie vaccin, il faut attendre environ 12 à 18 mois pour avoir un vaccin. Et même si on avait un vaccin, il faut savoir que le système industriel, il produit quand même les autres vaccins. Et donc, si demain, il fallait produire autant de doses pour toute la planète, il y aurait un problème industriel majeur. Donc, je sais que la communauté scientifique et industrielle réfléchit déjà à ce qui peut être fait pour augmenter la capacité de production, mais là, il ne faut pas s'attendre, si on a le vaccin dans 12 mois ou 18 mois, que le monde entier va avoir accès à ce vaccin. Il est 7h29, docteur Mohamed Issouf. Vous ne bougez pas, on va laisser la parole à Léonard Audier qui a une question à vous poser. Oui, en fait, deux questions en une. Il y a deux informations qu'on a entendues souvent, qui reviennent souvent, notamment à Mayotte. D'une part, que le coronavirus serait moins dangereux dans les pays tropicaux à cause de la chaleur. Et deuxième chose, que, sans faire de racisme aucun, que les Noirs seraient plus aptes à lutter contre ce virus. Fake news ou pas fake news? Alors, je vais commencer par c'est un fake news, c'est une fausse nouvelle. Clairement, le fait que les Noirs soient moins sensibles ou plus résistants au virus, ça c'est complètement faux. On est sensible comme tout le monde. Il n'y a pas une différence en fait entre un noir ou un blanc ou un asiatique. Ouais. On est tous sensibles. Ouais. Il y a quand même des différences dans notre manière de répondre. C'est-à-dire que les Asiatiques ne répondent pas forcément de la même manière que les Européens. Ça c'est vrai, parce qu'on on est différents. Mais même dans une même communauté, on peut avoir aussi des gens qui vont réagir d'une manière très exagérée par rapport à ce virus, et ça doit être leur propre système immunitaire qui vont provoquer des dégâts. Et qu'on soit blanc, noir, chinois, enfin voilà, c'est des différences individuelles qui existent dans toutes les pathologies. C'est pour ça qu'il y a des gens bien portants qui décèdent des fois par la grippe, alors que la grippe, c'est pas ça qui... Parce qu'il y a des gens qui chopent la grippe et qui ont une réaction exagérée par rapport au virus qui finit par détruire leurs poumons. Donc les Noirs sont aussi sensibles. Et je pense que ce fait qui est arrivé très tôt, parce que j'ai vu cette information très tôt dans les réseaux sociaux, a probablement provoqué aussi des contaminations à des gens qui pensaient être protégés, parce que qui ont cru. Donc il faut faire vraiment très attention à ces nouvelles. Et au niveau tropique, est-ce que c'est dangereux? On peut se poser la question d'une manière, parce qu'on sait que le virus, si on le met à 4 degrés, c'est ce qui se passe dans un réfrigérateur, par exemple, à 4 degrés, il peut rester jusqu'à 7 jours. Jusqu'à 7 jours, on peut avoir des particules virales qui sont encore infestantes. Si on monte la température à 22 degrés, température ambiante à peu près, en fonction de la surface où on trouve le virus, ça va être entre 3 heures et une journée. Okay. Donc en 3 heures et une journée, le virus ne peut plus être infestant. Et si on monte à 65-70 degrés, c'est 5 minutes, le virus ne peut plus infester. Donc on peut penser peut-être qu'à des températures plus chaudes, plus il fait chaud, moins il résiste. Moins ils vont résister. C'est-à-dire que s'il se trouve sur une poignée de porte à 40 degrés, il va résister beaucoup moins bien, il va être dégradé plus vite. Et peut-être au bout de quelques heures, le virus, il ne peut plus être infestant. On retrouvera toujours sa trace, puisqu'on retrouvera son ADN si on le cherche, mais il ne peut plus infester. Pour conclure, parce qu'il est déjà 7h32, très intéressant cet entretien, docteur. On dépasse un petit peu, mais ce n'est pas grave. En attendant qu'on trouve le vaccin et la solution, qu'est-ce qu'on peut recommander à nous, qu'est-ce que vous pouvez recommander à nous tous, nous qui vivons ici? Certains nous disent, alimentez-vous correctement. Soyez en forme, mais on mange quoi pour être en forme?
Il Parce qu'il ne faut pas être fragile le jour où on va être touché par le coronavirus. Et c'est très important, c'est-à-dire que les pathologies, peu importe lesquelles, c'est un pathogène et c'est l'hôte. Nous, on va répondre. Donc, si on est malnutri, on a des déficits de vitamines, etc., on va peut-être être un peu plus sensible. Ouais. Donc, il est important de manger varié. Ouais. Et puis, poisson, pas que ce qu'on aime bien ici, les œufs de poulet gras et le riz, mais essayer d'avoir une alimentation le plus variée possible. Oui, on peut manger de viande rouge, on peut, mais en quantité modérée, parce que la viande rouge, c'est pas toujours quelque chose qu'il faut manger beaucoup. Mais je pense qu'il faut manger normalement, modéré, mais surtout faire un peu d'activité physique, parce qu'on est confiné, on est à la maison toute la journée, il faut pas rester sur le canapé avec un soda et la télé. Il faut faire des exercices à la maison. Alors il y a plein d'exercices qui existent pour suer un peu, pour faire travailler le système cardiovasculaire. Tout ça, c'est vraiment très important. Et puis, chez nous, à Mayotte, on a aussi quelques plantes qu'on utilise comme tisane le matin et tout ça. Il faut les utiliser, comme le grottin, le porovi en chimaoré et tout ça. Dernière question. C'est très bien. Après, on vous libère. C'est promis, docteur. Elle vient d'arriver. Une question toute simple, ça va peut-être vous faire sourire. Est-ce que oui ou non, le Covid-19 est transmissible sexuellement? Est-ce qu'un rapport sexuel permet la transmission du Covid? Je pense que si on est confiné avec sa femme, il n'y a pas de problème, puisque vous êtes confiné au même endroit. Donc, si on l'a, elle l'a déjà de toute manière. Il y a des probabilités de chance qu'elle l'ait déjà, donc il n'y a pas de souci. Après, je ne sais pas, la personne qui pose la question, c'était pour aller voir sa copine qui est dans un autre village. Dans ce cas-là, peut-être qu'il y a des risques, là, il y a des risques, forcément, puisque c'est la proximité de contact. Donc, ça peut transmettre par la salive, par les postillons. Donc, c'est plus là où il y a un problème. Si on pense des fluides vraiment sexuels, il n'y a rien qui montre aujourd'hui que ce virus peut se transmettre de cette manière. Donc, on peut garder notre activité sexuelle normale? Oui. Merci. Ça, c'est une bonne nouvelle. Merci, vous avez bien fait de venir sur ce plateau. Voilà. Non, merci mille fois, docteur Mohamed Issouf. On rappelle, vous êtes docteur en sciences de la santé, en infectiologie. Vous êtes sur Mayotte depuis un mois. Eh bien, restez avec nous. Restez avec nous sur Mayotte. On aura bien besoin de vous. En tout cas, merci d'avoir répondu à nos questions. Merci beaucoup. Merci aux téléspectatrices et aux téléspectateurs et aux auditrices et auditeurs. C'est noté. Allez, c'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.